La rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine est en cours en Alaska, à Anchorage, et évidemment, on ne sait pas exactement où cela atterrira. On sent que M. Trump veut un accord de cessez-le-feu qui mènera éventuellement à la paix. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il va devoir demander à Vladimir Poutine et qu'est-ce que éventuellement l'Ukraine, là, donc qui est ultimement question, va devoir concéder? J'en parle avec Katerina Swiderska, qui est doctorante en sciences politiques à l'Université de Cambridge. Bonjour, Madame Swiderska. Bonjour Francis. Merci d'être avec nous. Je voulais un peu voir là, le point de vue européen et particulièrement ukrainien face à cette rencontre parce qu'on a beaucoup fait cas là, de ce qui se passe en politique américaine, évidemment du point de vue de Vladimir Poutine. Deux grandes puissances se rencontrent, mais les États-Unis ne sont pas partis au conflit. C'est vraiment les Ukrainiens et dans une certaine mesure les Européens qui doivent ultimement approuver tout accord. Comment les Ukrainiens voient les discussions actuellement là, entre ces deux chefs d'État qui sont très loin du front où sévit la guerre? Ouais, merci beaucoup de l'accueil. Écoutez, on est au même point qu'on était il y a 6 mois environ, si on se souvient bien, au mois de janvier, février. Il y avait déjà certains tâtonnements diplomatiques. Trump faisait ses premiers appels à Vladimir Poutine. Ça avait déjà créé une grosse onde de choc en Ukraine. Mais depuis, je dirais que l'état d'esprit est pas mal le même. C'est un fort scepticisme. En fait, les Ukrainiens ont l'impression d'être surtout un jeton un peu entre deux puissances impériales d'un côté et de l'autre. Et ils n'y croient pas vraiment en cette possibilité de résolution, même si Volodymyr Zelensky avait avancer une possibilité de cesser le feu. On se souvient aussi il y a quelques mois, proposition qui avait d'ailleurs été rejetée par la Russie, qui ne change pas ses demandes depuis maintenant 3 ans et demi, donc depuis le début de l'invasion de 2022. Donc ouais, je dirais le sentiment général, c'est vraiment c'est ça, une incertitude, mais surtout un scepticisme par rapport à une possible sortie de guerre immédiate, mettons. Lorsque ça a été évoqué de mémoire la semaine dernière ou il y a 10 jours, là, M. Zelensky a été assez clair qu'il ne souhaitait céder aucun territoire. Ça semble de plus en plus évident qu'il va devoir y avoir des concessions. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Comment est-ce que les Ukrainiens et les gens le plus près de la situation envisagent une éventuelle sortie de guerre, sortie de crise sur la question particulièrement du territoire, là? J'aimerais un peu vous entendre là-dessus. Oui, bien sûr. Ben, écoutez, j'étais en Ukraine justement il y a quelques semaines, le mois dernier, puis sur place, la question des territoires, c'est quelque chose qui est très sensible parce que les Ukrainiens comprennent qu'au-delà de ces territoires-là, on parle de vies humaines qui sont en jeu, donc de populations qui restent sur place, qui restent soumises à des efforts de passeportisation russe. Donc vraiment, c'est un régime d'occupation comme on l'a connu à travers l'histoire. Donc c'est vraiment pas, disons, libre et joyeux comme mode de vie. Donc, tout l'enjeu est là. Donc, au-delà d'un simple redessinement géographique, tout l'enjeu est dans ces populations qui resteraient en territoire occupé. Et donc, les derniers sondages en Ukraine montrent, disons, de plus en plus de gens favorables à ce que la guerre s'arrête, mais tout le monde comprend que il faut des garanties de sécurité très fortes. En fait, pour que la Russie ne relance pas aussi d'offensives qui aillent encore plus loin. Parce que, encore une fois, comme je le mentionnais, les buts et les objectifs, en fait, de cette guerre restent inchangés du côté de Moscou. Oui. Et des garanties, évidemment, que Vladimir Poutine, premièrement, ne semble pas souhaiter offrir, mais même lorsqu'il les a offertes dans le passé, il n'y s'est pas nécessairement tenu là, dans la durée. Absolument. J'aimais un peu vous entendre, là, parce que, bon, on sent Donald Trump, là, bon, qui veut le Nobel de la paix. Là. Il y a toutes sortes de préoccupations un peu, comment dire, frivoles autour de tout ça, mais il y a le danger d'un mauvais accord. Là. Puis je voulais un peu comprendre à quoi ressemblerait éventuellement, à l'inverse, un bon accord. On dit qu'on veut des garanties, peut-être, je sais pas, que la Crimée pourrait, ou protéger les populations, offrir des garanties. À quoi ça ressemblerait un bon accord du point de vue européen si on adopte cette posture-là? Oui, mais dans l'idéal, en fait, les Européens déjà aimeraient revenir à la table de discussion. Ouais. C'est quelque chose qui a été évoqué encore, c'est ça, cet hiver, quand
vous vous souvenez sûrement de la fameuse rencontre désastreuse entre Zelensky et Trump, Oui. qui ensuite a fait comme un sort de pivot chez les Européens, pardon, qui vraiment ont tenté de redoubler d'efforts. Mais là, cet effort-là a un peu retombé. Donc, ouais, ça, je pense que c'est vraiment la première chose. Donc, de ramener les Ukrainiens et l'Union européenne, donc les membres de l'UE, sur la table de discussion. Et via ça, parce que à la fin de la journée, c'est les principaux concernés. La guerre se déroule sur le territoire. Via ça, en fait, offrir des garanties fortes à l'Ukraine. L'Ukraine comprend qu'elle ne sera pas membre de l'OTAN demain. Et ça, aussi, Trump est très clair là-dessus, même s'il souhaite, voilà, comme vous le dites, le Nobel de la paix, puis que ça serait une voie un peu plus simple, c'est complètement exclu de son côté. Mais l'engagement, en fait, des alliés européens serait certainement une voie à privilégier, mais pour l'instant, c'est également exclu puisque, encore une fois, ils ne sont même pas présents à Alaska aujourd'hui. On vous parle en direct du Canada. Je ne sais même pas, êtes-vous à Cambridge actuellement? Non, je suis à Montréal. Vous êtes à Montréal, OK, bon, donc on parle à nos auditeurs québécois, canadiens. Oui. Le Canada, dans l'histoire, a été une force pour la paix. Bon, évidemment, passé au casque bleu, on a eu une forte diplomatie internationale. On sent que même avec M. Carney, qui est plutôt un européaniste, qui est fait partie un peu de cette élite mondiale, on sent pas que le Canada a pris une prise de parole particulièrement convaincue là, dans le dossier ukrainien. Comment est-ce que vous expliquez que le Canada soit carrément sur les lignes de côté, alors que historiquement, on a toujours été, encore une fois, vraiment une force pour la paix, une force pour la stabilisation des différents conflits. Comment vous comprenez justement la situation canadienne actuellement en la matière? Mais écoutez, je pense que les derniers mois ont fait beaucoup de mal aussi au Canada du côté des États-Unis. J'ai l'impression qu'on tend vers, une certaine dynamique impériale des deux côtés. Puis quand j'étais en Ukraine, comme moi je dis que j'habite au Canada, les Ukrainiens ils compatissent avec les Canadiens parce que on se fait aussi taper sur les doigts par nos voisins du Sud. Donc bon, on est pris un peu, je pense, ici entre vouloir garder une bonne relation avec les États-Unis, mais aussi tendre la main vers les Européens. Et comme vous l'avez dit, le premier ministre Carney fait beaucoup d'efforts justement pour maintenir une bonne relation transatlantique, mais c'est difficile de le faire si notre principal partenaire, qui est à date encore les États-Unis, s'y oppose fermement et aussi instable sur la question, parce que c'est ça, les dernières semaines, M. Trump a été beaucoup vocal sur sa déception face à Vladimir Poutine, sur le fait qu'il va peut-être renforcer les sanctions, peut-être pas, mais comme on le sait, puis comme on le voit depuis le mois de janvier, Trump aujourd'hui peut s'avérer complètement différent demain. Donc c'est pas un personnage en lequel le Canada ni les Européens font confiance. Quand même très inquiétant tout ça. Qu'est-ce que vous attendez là? Parce qu'on a parlé, je sais pas qui a sorti cette information, mais on a parlé d'une rencontre qui pourrait durer de 6 à 7 heures. Là, bon, ça a commencé il y a 1h30 à peine. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qu'on va entendre selon vous au sortir là, de la part des deux hommes? Oui, écoutez, si Vladimir Poutine n'est pas en train de raconter l'histoire de la Russie depuis le 8e siècle, ça pourrait déjà durer des heures. Comme il aime le faire, d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas eu cette chance de l'entendre, là, il aime toujours remettre dans un immense contexte là, la Russie. Et évidemment, la rencontre se déroule à Alaska, donc c'est des références historiques à ça aussi. Enfin bref, on peut aller dans des discussions géopolitiques très, très, très poussées. Je pense que les deux leaders vont aussi beaucoup discuter de leurs relations bilatérales en général, donc autre que l'Ukraine. L'idée, c'est pour Trump, en fait, c'est de normaliser un peu ces relations-là avec la Russie, parce que c'est complètement inédit. Enfin, tous les leaders occidentaux isolaient complètement le président russe depuis maintenant 3 ans et demi. Et là, un claquement de doigts, Washington s'est dit prêt à une discussion, à un grand sommet, un accueil avec tapis rouge. Donc ça aussi, je pense que c'est une victoire symbolique en fait pour la Russie. Donc ils vont bien le prendre. Mais en termes de vision plus générale, je doute qu'un accord formel soit sur la table parce que, encore une fois, le principal concerné, qui est l'Ukraine, n'est pas là. Et donc, c'est difficile de faire respecter, en fait, un tel cessez-le-feu ou un tel accord de paix, quel qu'il soit, sans que ceux
chez qui ça se passe, en fait, sont Ouais. pas à la table. Très intéressant. On aura certainement l'occasion de se reparler, Katerina Swiderska. J'ai beaucoup apprécié notre échange. Merci d'avoir éclairé notre lanterne et au plaisir. Bon week-end. Merci, Francis. Au revoir.